par l'essentiellement d'entreprises de qualité, avons-nous une opportunité d'investissement sur Verallia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, on a déjà eu à parler de cette entreprise il y a quelques temps. Donc, je pense que c'était aux alentours du... Je me rappelle pas d'intéressant, un prix intéressant. Je pense qu'on était aux alentours des 37, 48 euros par là. Donc, on va juste aller regarder ça ici. Donc, on check la vidéo. Tac, tac, tac. Alors, où est-ce que se trouve Veralia? Alors, où est-ce que tu te trouves ici? Bref, simple, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Je pense que la vidéo précédente était assez optimiste par rapport au prix qui nous était proposé. OK? Donc, je me rappelle pas plus bien du prix en tête ici, mais je pense que Veralia, c'était une entreprise qu'on aimait bien à ce prix-là, au prix affiché il y a 5 mois. OK? Donc ici, on va essayer de refaire une évaluation par rapport aux nouveaux éléments qu'on a présentement, en prenant en considération les éléments qu'on a eu au quatrième trimestre du mois de l'année 2022. Donc, et on va essayer à la fin de la journée, à la fin, on va calculer à peu près quelle est la valorisation de cette compagnie ici. So, le titre est le suivant. Le va-t-en-guerre de la planète contre le plastique fait les affaires de Veralia, qui n'arrête pas d'épater la bourse avec ses chiffres financiers. Donc déjà, sur ce premier niveau, si posez-vous la question à savoir la bataille entre le verre et le plastique, comment est-ce que Veralia pourrait en bénéficier? Ça, c'est la question que je me pose quand je vois ce genre de titre-là. Donc, ils disent ici que des bénéfices meilleurs que prévus en 2022 et des perspectives 2023 qui vont au-delà des attentes et des analyses propulsent le fabricant de bouteilles et de pots en verre. Veralia peut augmenter ses prix de vente pour compenser l'inflation de ses coûts sans faire fuir les acheteurs. Donc, on dit ici que l'augmentation des coûts de Veralia est plus prononcée parce que le plastique est de moins en moins apprécié. Le plastique, c'est du pétrole. Donc, qu'est-ce que moi je comprends quand je lis ce genre de choses? En fait, c'est une situation qui était déjà présente depuis. Vrai de vrai. C'est pas comme si le plastique, on en parle depuis plusieurs années. Donc, ça dit que quand on nous vendait du Veralia à 22 dollars l'action, 22 euros l'action, on avait déjà cette information. Quels sont les articles qui étaient négatifs sur Veralia à cette époque-là? Et ça peut vous dire à peu près une idée de quel est le type le journal en question, quel est leur type, quel est leur modèle d'investissement et ou bien quel est leur modèle de réflexion. Parce qu'il y a des journaux ici où, comme par exemple, investir les Échos, est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Je pense que c'est plus à court terme par là. OK? Donc, je ne pense pas que quand vous lisez un article venant du journal Les Échos Investir, c'est pas comme si vous aurez une vision à long terme. D'accord? C'est plus une vision à court terme. Quand les choses commencent à se détériorer, elles vont faire... C'est un journal qui va faire plus la promotion d'articles négatifs parce que ça marche sur le moment. Et laissez-moi vous dire que les journaux en général donnent des mauvaises nouvelles tout simplement parce que ça vend plus. Posez-vous la question à savoir quelles sont les nouvelles qui vous intéressent vous personnellement. Est-ce que ce sont les bonnes ou les mauvaises? Vous accordez plus d'attention aux bonnes ou aux mauvaises nouvelles? C'est une question facile à répondre. Et dans l'être humain, généralement, ce sont les mauvaises nouvelles qui l'intéressent. Les bonnes nouvelles, généralement, ça n'intéresse pas grand monde. Pour vous dire la vérité. Donc, les journaux ou bien les sites comme les Échos Investir, il ne faut pas leur en vouloir s'ils donnent des mauvaises nouvelles. D'accord? Vous avez également des youtubeurs qui passent leur journée à vous donner des mauvaises nouvelles parce que ça marche. Ça marche. Vous aimez les mauvaises nouvelles. Il faut se dire la vérité. Mais si vous voulez investir à long terme, excusez-moi, 30% de mauvaises nouvelles, 70% de bonnes nouvelles. Et maintenant, pesez le pour et le contre. Ne mettez pas 70% de mauvaises nouvelles, 30% de bonnes nouvelles, vous n'allez jamais investir. Je connais des gens qui depuis 2008, sont pessimistes sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je dis bien, 14 ans plus tard, ils ont raison. Et ils sont bien contents d'avoir raison 14 ans plus tard. Mais 14 ans plus tard, les marchés, en moyenne, on a fait quelque chose supérieur à 7%. Excuse-moi. So, à la fin de la journée, est-ce que ça vaut la peine de suivre ce genre de personnes-là? Et quand je dis suivre, c'est pas une vidéo YouTube, c'est les écrits, comment on appelle ça, les conférences, etc. Bref, moi, je vous ai toujours dit une chose, restez optimiste. Concentrez-vous, quand vous avez une entreprise présentement ou une entreprise sur laquelle vous êtes optimiste, regardez les éléments pessimistes et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est durable ou pas? OK? Ici, par exemple, Veralia, c'était plus une entreprise, voilà, hormis tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., hormis le fait qu'elle soit une nouvelle entreprise, nouvellement cotée en bourse, c'était également le fait que ce soit une entreprise ici qui,
comment on dit ça, le mot va m'échapper présentement alors que j'y pensais je pensais à cela tout à l'heure. Donc, généralement, c'est les coûts de l'énergie. Si une entreprise, on allait la déprécier par rapport au coût de l'énergie, etc. Mais les coûts de l'énergie, ça concerne uniquement le législateur, donc la personne qui s'occupe du gouvernement. Parce qu'il n'a aucun intérêt à avoir des coûts d'énergie très bas parce que ça affecte toute l'économie en général. Donc, ce n'est pas le rôle de Veralia de s'occuper des coûts de l'énergie. Elle, son rôle présentement, c'est dépendamment de ses coûts, c'est de vendre à un prix qui est intéressant ou pas pour ne pas perdre d'argent. Point. OK? So, énergie, coût d'énergie, c'est une charge, c'est une situation qui n'est pas durable. OK? Maintenant, si elle est perdue dans le temps, Veralia, est-ce qu'elle a les capacités nécessaires pour s'adapter en conséquence? Ce sont les questions que vous devez vous poser en tant qu'analyste. OK? So, on continue, on commence l'article. Donc, le CAC 40 n'est pas le seul à atteindre de nouveaux records en bourse aujourd'hui. Le fabricant de bouteilles et pots en verre Veralia visite aussi de nouveaux sommets. À la faveur d'un gain de 8% à 37,78 € par action, suivant la publication par l'entreprise de résultats financiers remarquables au titre de l'année 2022, selon la réaction de Jean-François Grandjean de la banque privée Oddo BHF. OK. Vous avez vu, on a parlé de cette entreprise il y a combien de temps? Il y a 5 mois. Et c'était déjà intéressant à cette période-là. En fait, il y a 5 mois, c'était déjà intéressant. Aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire parce que ça, c'est un mois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mois, quand on parlait de cette entreprise, peut-être qu'on était au début de 2020, au début octobre ou bien fin septembre, vous voyez qu'on était à 22, 23 € l'action. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cette situation est exceptionnelle. Ce sont des éléments qui étaient déjà présents précédemment. Si vous aviez l'habitude de lire vos rapports financiers, vous vous serez rendu compte que, en fait, en septembre, elle avait des résultats exceptionnels, alors que tout le monde attendait quelque chose de négatif. Et vous pouvez prendre en comparaison ma première vidéo avec Veralia, qu'est-ce que je disais, ainsi que la deuxième vidéo, qu'est-ce que je disais. Donc, les avis changent par rapport à comment est-ce que l'entreprise, et surtout que ce n'est pas une entreprise qui est cotée en bourse depuis très longtemps, elle existe depuis très longtemps, mais cotée en bourse, elle est en bourse depuis 2020. Donc, c'est une vieille entreprise. Attention, c'est juste qu'elle est nouvellement cotée. C'est deux choses différentes. OK? Donc, on continue ici. Alors, l'analyste financier qui renouvelle sa recommandation d'achat sur Veralia pour viser un objectif de cours est relevé à 47 € contre 42 jusque-là. Salue également des perspectives supérieures aux attentes. Le son de cloche est le même du côté de la banque d'investissement Jefferies qui se lasserait presque s'il n'était pas positif sur la valeur de devoir encore et encore relever ses prévisions concernant cet acteur de l'économie durable dont l'activité profite du va-t-en-guerre de la planète contre le plastique. Donc, on continue. Porté par les considérations climatiques et la décarbonation, le chiffre d'affaires de l'ancienne division de Saint-Gobain a atteint un niveau historique de 3,35 milliards d'euros en 2022, en croissance de 25,3% sur un an, dont à périmètre, dont plus 26% à périmètre et taux de change constant. OK. Ce sont les raisons qu'on vous donne ici, c'est la considération climatique et la décarbonation. Est-ce que le management le mentionne? Qu'est-ce qui pousse les clients de cette entreprise à commander ces produits? Ne restez pas sur ce genre d'article. Il faut vous poser les bonnes questions. Et les réponses sont dans les rapports financiers. OK? Donc, et alors que la direction de l'entreprise tablait sur un excédent brut d'exploitation supérieur à 820 millions d'euros, celui-ci ressort à 865 millions d'euros, soit une marge de 25%. Il s'agit d'une excellente performance dans un contexte inflationniste soutenu alors que les hausses des prix de vente ont généralement un effet dilutif. Commente-t-il chez Oddo BHF. Donc, c'est-à-dire que quand les prix de vente augmentent, généralement, ça a un effet dilutif. Donc, l'inflation a un effet dilutif sur les marges de cette compagnie-ci. Pourquoi? Voilà la question qu'on doit se poser. La hausse des prix de vente n'a pas fait baisser les volumes, qui ont contribué à hauteur de 1,4% à la croissance 2022, quand bien même ils se sont contractés au second semestre du fait de la rénovation des fours sur cette partie de l'année. Notre priorité aujourd'hui est de produire des emballages en verre sain, explique Veralia sur son site internet.
Bien que notre processus de production engendre des consommations d'énergie importantes, c'est important de mentionner que la consommation d'énergie chez Verallia est importante. Comment est-ce qu'elle se protège contre l'augmentation des coûts de l'énergie? D'accord? L'ensemble de nos équipes industrielles, techniques, recherche, développement, énergie, achat, innovent en permanence pour réduire notre impact environnemental. L'entreprise entend renforcer la dimension circulaire des emballages en verre en maximisant l'intégration du calcin. Déjà, c'est quoi le calcin? Dans ses processus de production. Verallia vise ainsi en 2025 un taux de calcin utilisé dans sa production de 59% contre 49% aujourd'hui. Donc, peut-être que le calcin ici est un élément important pour la décarbonation. Donc, c'est quoi le calcin? Deuxième information. Et maintenant, on quitte de 49% prévu à 59% en 2025. Pourquoi? Est-ce que le prix du calcin fluctue? D'où est-ce que provient le calcin? Où sont les produits, où sont les pays dans lesquels on produit le calcin? Voilà des informations que vous devez voilà des questions que vous devez vous poser en date d'aujourd'hui. OK? Même si tout va bien. Donc, l'augmentation de 42,7% du résultat net à 356 millions d'euros résulte principalement de l'amélioration de l'EBITDA qui fait plus que compenser la hausse des frais financiers et de l'impôt sur le résultat. En début de semaine, l'analyste Mathias machin, je ne sais pas lire son nom, Pfeifenberger, j'espère que c'est comme ça qu'on le lit, bien que tenant également un conseil d'achat sur la valeur, s'inquiéter de l'impact de la couverture des coûts énergétiques beaucoup plus élevés de Verallia par rapport à ses pairs. Déjà, ses pairs, qui sont ses pairs? Qui sont les compétiteurs de Verallia? Voilà donc question. Sur le résultat financier, alors que les acteurs du marché ont fait valoir précédemment que dans un scénario où les prix du gaz naturel et de l'électricité se normaliseraient, la société serait désavantagée sur le plan concurrentiel étant donné les taux de couverture supérieurs au prix spot. Question. Pourquoi elle serait désavantagée si les prix baissent? Et quand on dit taux de couverture par rapport au prix spot, ça veut dire que est-ce que Verallia a accepté d'acheter de l'énergie au prix actuel au point où ses résultats futurs seront impactés quand bien même ces résultats-là baisseront? Voilà des questions. Au fait, baisseraient, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Mon français est en lambeaux, je vous laisse aller décider c'est quoi la bonne partie à ces niveaux-là. Donc, l'américain OI Glass, qui est une entreprise qui est dans le même secteur, mais qui n'a pas de bons résultats, d'accord? Vous pouvez voir ici OI Glass, on le prend ici, on met revenus, etc. Vous allez voir que cette compagnie-ci n'a pas quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, elles font presque la même chose. Les revenus sont assez matures, d'accord? Donc, je ne dis pas que Verallia a des revenus assez exceptionnels, mais si vous devez la comparer à quelqu'un, c'est OI Glass. N'oubliez pas également que OI Glass a ses propres problèmes, notamment il y a des procès en cours, enfin, pas des procès en cours, elle a des charges liées à des procès précédemment, où je pense qu'on a parlé d'amiante ou des choses comme ça. Bref, c'est peut-être ce genre d'éléments-là qui impactent négativement les coûts. OK? Donc, c'est une entreprise ici avec un revenu de 6 milliards, arrive à dégager en tout cas des free cash flows en tout de 250 millions. OK? Donc, on revient sur Verallia. Donc, maintenant, vérifier avec les revenus de Verallia, pourquoi est-ce qu'elle dégage au moins de... Enfin, Verallia a combien? Verallia a à peu près 3 milliards de revenus, mais Verallia a la capacité de dégager à peu près quelque chose supérieur à ce que OI Glass mentionne. Pourquoi? Est-ce que Verallia est plutôt sur un segment qui a des marges plus élevées, un segment premium, ou bien c'est la façon, les coûts de production, d'accord, ou bien l'efficience, d'accord? Si ce sont les coûts de production et l'efficience, posez-vous la question si les compétiteurs ne peuvent pas faire la même chose. OK? On revient ici, présentement dans un scénario où les prix du gaz... Donc, l'américain OI Glass a réalisé un bénéfice de 586 millions de dollars à partir d'un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars. Je pense que c'est en dollars. Non, c'est en dollars. Avec toutefois des niveaux de rentabilité inférieurs à ceux de Verallia. On vous mentionne que les niveaux de rentabilité sont inférieurs à Verallia. Le numéro 1 mondial est moins bien valorisé à 3,4 milliards de dollars en 100 dollars américains que le français à 4,5 milliards d'euros. Donc, si on prend
3,2 milliards d'euros à 4,5 milliards d'euros. Donc, le numéro 1 mondial est moins valorisé que Verallia. Verallia n'est pas le numéro 1 mondial. Pourquoi? Peut-être parce que Verallia a besoin de moins de dépenses en termes, est plus efficiente que le numéro 1 mondial. Et peut-être qu'elles ne font pas la même chose de la même façon. Et attention, elles ont peut-être des revenus différents. Vous êtes le numéro 1 mondial dans la globalité sur le secteur, mais nous, on est peut-être le numéro 1 mondial sur un segment en particulier. Voilà des questions que vous devez vous poser. Donc, pour 2023, Verallia anticipe une croissance des revenus supérieure à 20% et un EBITDA d'environ 1 milliard. Malgré le risque de ralentissement macroéconomique mondial, le marché du verre en Europe et en Amérique latine devrait rester solide en 2023. Pourquoi? Même pas juste 2023, mais après 2023, pourquoi ça devrait rester solide? Avance la direction de l'entreprise qui, visiblement, étant donné son choix des mots, ne constate pas encore de ralentissement à la différence de bien d'autres industries. Michel Philpig chez Jefferies estime que les fabricants d'emballage en verre seront bien placés en 2023-2024 avec un pic de l'inflation des coûts, mais des prix de verre qui tiennent plus haut plus longtemps, ce qui favorisera l'expansion des marges et des bénéfices. Est-ce que c'est durable? Voilà une question que je dois me poser. La France et l'Italie sont des gros marchés pour Verallia, près de 50% de son chiffre d'affaires, puisque déjà ça mentionne que si la France va mal et l'Italie va mal, ça pourrait peser. Mais n'oubliez pas qu'elle vend des produits pour un segment qui est censé être défensif. L'alcool est censé être défensif. D'accord? Les produits de grande consommation comme voilà, les pots de yaourt avec du verre, c'est censé être défensif. D'accord? Puisque ces deux pays sont des gros producteurs de vin, les bouteilles non alimentaires, hors pétillant, mais en intégrant la bière, on dit ici que l'achti notamment, je ne sais pas c'est quoi, comptant pour près de la moitié des ventes de l'entreprise, 35% pour le seul vin dit tranquille. C'est quoi? Ce vin dit tranquille, qui le produit? Est-ce que cette entreprise-là a des difficultés financières? Est-ce qu'on a un gros client? Voilà des questions que je me pose. D'après les données de FactSet, donc Verallia fournit également l'industrie alimentaire, les pots pour bébés HIP, ceux des compotes Bonne Maman et ou pour les sauces pesto de la marque Muti, ainsi que les bouteilles d'huile d'olive argentine Angelo et celles des jus de fruits Valfruta en Espagne sont conçues et fabriquées par cette entreprise française qui signe ses emballages en verre du sigle V. Maintenant, on vous a mentionné tous ces différents noms. À qui appartiennent ces entreprises? Combien est-ce qu'ils pèsent sur le chiffre d'affaires de cette compagnie-ci? Comment est-ce que ces contrats-là sont signés? Voilà des questions que je me pose. OK? Maintenant, Verallia, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons une entreprise ici, je vais comparer, je vous laisse aller regarder le revenu, etc. C'est croissant, machin. Net income ici, on va prendre ça, net income, et free cash flow, on les met sur le même niveau. OK? Free cash flow, voilà, et voilà. Donc, je prends ça sur le même graphique, je ferme ça, ça et ça. Je vois ici que annuellement, les net income ont tendance à être plus élevés. D'accord? Excusez-moi, que les free cash flow. Annuellement. D'accord? Mais ici, pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là? C'est la question qu'on devrait se poser normalement. OK? Si je prends ici en yearly, OK, je prends ça, net income, je prends free cash flow. Attention. Non. Les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Excusez-moi. Actuellement, sur les dernières années ici, les net income et les free cash flow ont tendance à raconter la même chose. Maintenant, les analystes, sur les 12 prochains mois, anticipent quoi par rapport au net income? Moi, je les prends en termes de volume. Vu que c'est une entreprise qui n'a pas un historique assez élevé, attention, je pense que dans les rapports financiers, ici, quand elle s'est introduite en bourse, elle vous a donné son historique précédent avant la séparation, donc ça existe, ok? Donc, vous voyez ici que c'est une entreprise qui peut avoir à peu près 300 millions de free cash flow, à peu près aux alentours de 300 millions. Ça, c'est en année 2023. Maintenant, ces mêmes free cash flow-là, est-ce qu'on s'attend à ce que ces free cash flow-là augmentent en année 2024? Oui, on sera à 332. Est-ce qu'en année 2025, on s'attend à ce que ces free cash flow-là augmentent? D'accord? On passe à ici. Oui, également. On sera à 386. Donc, je vais commencer à 300 millions ici. Et je rappelle que c'est une entreprise qui peut s'échanger à 17 fois les bénéfices. Réellement.
Si vous devez prendre des PER ici, prenez 10, 15 et 17. Je prendrai 17 ici, donc je suis déjà optimiste. OK? Moins la dette nette. Et je me rappelle que à la dernière vidéo, j'avais dû prendre 400 millions, etc. Donc, vous comprenez que c'était par rapport aux informations que j'avais ici. Donc, ces informations-là peuvent également changer, mais vous remarquez ici que quand on regarde, on a une certaine entreprise qui sera en croissance. Et encore, je n'ai pas comparé les free cash flow et les net income. Rappelez-vous qu'on en est N plus 3, donc à partir de 2026, on aura 386 millions. Est-ce qu'en net income, on aura à peu près en année 2026 386? Non, on sera à 500. Donc, on sera quelque chose de plus élevé que ça. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je vais avoir le moins tort possible. C'est la raison pour laquelle je prends le 300 ici. OK? Si je prends le 300, moins la dette aujourd'hui, donc moins 1 milliard 430 divisé par le nombre d'actions qu'on va prendre ici. Voilà. Donc, on a 117 millions d'actions. Je rappelle une chose. Le lien vers la Top Newsletter et le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Dans le service Top Premium, on analyse quantitativement les entreprises comme ce qu'on a que de faire ici en posant les bonnes questions. En plus de cela, je vous présente 2 entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées chaque mois, d'accord, ainsi que les notes de suivi des entreprises qu'on a eu et étudiées précédemment. C'est-à-dire que si le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité, je vous le mentionne, on continue à faire le suivi, mais également, ça vous permet de vous poser les bonnes questions au cas où ces entreprises-là vous intéressent, parce que je ne vous promets aucun rendement. Et si on vous promet un rendement quelque part, faites attention. OK? Je vous dis toujours également une chose, vous recevez également des analyses sectorielles. Donc, dernièrement, on a fait des analyses sectorielles ici du secteur bancaire, tourné vers les États-Unis, mais ça correspond ici également au secteur européen, parce que si les taux d'intérêt augmentent, comment est-ce que les banques commerciales et les banques d'investissement seront affectées? Ce sont les questions que vous devez vous poser. OK, ça c'est totalement gratuit pour les notes, pour les analyses sectorielles, c'est totalement gratuit. C'est dans le service top de la Top Newsletter, dans lequel vous avez également un lien vers le Discord, ainsi que le Top Premium présentement. Vous avez non seulement des analyses sectorielles, mais également, vous pouvez demander des analyses quantitatives, comme vous voulez. OK, pour le moment, analyse quantitative. Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise du point de vue quantitatif? Je rappelle bien. OK, on peut le faire rapidement. Et ensuite de ça, les 2 entreprises que je vous propose sont tournées vers l'Amérique du Nord et je ne vous promets aucun rendement. Comme je dis ici, c'est également un moyen pour vous de soutenir 1 heure de temps et 1 heure de temps, ça ne vaut pas le prix qui sera affiché sur le service de la Top Premium. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne ici, c'est un moyen de le faire. D'accord? Plus la TVA, etc. D'accord? Ça, c'est pas moi qui mets la TVA, c'est dépendamment de vos pays d'origine. OK. Donc, ici, nous avons une entreprise qui a 117 millions d'actions. 117, je vais mettre 118 millions. Je fais simple. Je divise ici, vous avez remarqué, 300 millions fois 15, fois 17, excusez-moi, 300 millions fois 17, moins 1 milliard 430 divisé par le nombre d'actions à 118 millions d'actions. On sera à une capitalisation, on sera à un prix, excusez-moi, ça donne ici 3, 6, 7, 0 divisé par 1, 1, 8. On aura à peu près 31 € l'action. OK? Donc, je mets ici donc, le lien vers la newsletter est dans la description de la vidéo, ainsi que sur le premier commentaire épinglé ici. Donc, je l'avais presque là. Donc, bref, vu qu'il était devant moi, je le mentionne encore une fois. Donc, on met ici X15. On sera à combien? 31 € l'action à X15 en prenant en considération la dette. Si je prends X15 sans prendre en considération la dette parce que c'est ce que le marché fait généralement, mais nous on aime bien se protéger parce que tôt ou tard le marché finit par prendre en considération la dette, d'accord? Donc on aura ici une valorisation aux alentours de 38 € l'action. Donc X15 without dette, d'accord? Donc without, je pourrais le mettre ici comme ça. Without dette ici, ça revient ici à combien? 38 € l'action. 38 € l'action. Actuellement, on cote à combien? On cote à 37, donc on est à peu près une valorisation sans prendre en considération la dette ici. Maintenant, toute croissance future ne sera que bénéfique. Si on a des revenus de 386 millions, prenons un exemple, 386 millions ici, multiplié par 15, excusez-moi, j'avais pris par 15? Non, c'est 17 fois que j'aurais dû prendre, excusez-moi. J'aurais dû prendre ici fois 17, multiplié ici par 300, sans prendre en considération la dette, divisé ici par 1,18, ça donne ici au total 43 € l'action. Donc j'aurais dû mettre ici, c'est 17, c'est pas 15. C'est une entreprise qui peut se négocier, c'est pas une entreprise qui va encore mourir ou quoi que ce soit, au contraire, elle a même de l'avenir. Ça fait 43 € l'action ici, ok? Donc si je prends en considération présentement
les 386 millions estimés en 2026, si on arrive à ces niveaux-là, ça fait multiplier par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette ici aux alentours de... Excusez-moi, donnez-moi juste un instant. Où est-ce que ça se situe ici? Où est-ce qu'il se situe? De moins 1 milliard 430 millions, divisé par le nombre d'actions, 118 millions d'actions, on aura au total 43 euros l'action. D'accord? Donc ça reste la même chose. Mais attention, on trouve 43 euros l'action. Ici, c'est sans prendre en considération la dette avec les bénéfices nets. La dette avait des bénéfices nets de 386 millions d'euros. OK? Ne l'oubliez pas. Donc, je peux me dire ici que le prix actuel est encore un tout petit peu légèrement sous-évalué, mais on est déjà à des niveaux assez corrects ici. D'accord? N'oubliez pas également que si elle distribue la totalité de dividendes en date d'aujourd'hui par rapport aux bénéfices nets actuels qui sont à peu près de 300 millions d'euros, d'accord, sur la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 4 milliards 339, on aura un rendement ici de 6%, 6,8%. Donc, elle est moyen de payer ce dividende-là. OK? Donc, Verallia ici, par rapport à la première vidéo, on est déjà à un niveau assez correct ici. Je ne dirais pas qu'on a une opportunité, on n'a pas d'opportunité d'investissement. Ça va dépendre des perspectives de croissance. OK? Lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur le service Top Premium ou sur la Top Newsletter. Les liens sont dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire épinglé sous cette chaîne-ci. On se dit à bientôt et je peux également me tromper. Ça n'empêche pas de lire les rapports financiers. Donc, si cette compagnie-ci vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Si vous êtes investi dans cette compagnie-ci, lisez vos rapports financiers. C'est très important parce qu'ici, on a posé les questions aux chiffres. Maintenant, il faut faire parler les chiffres. Merci.